S'il n'a pas ça, on se demandait, mais enfin, cette espèce de respiration par moment avec Antoinette quand il se retrouve, comment il aurait... c'est un mot que j'aurais pu utiliser, oui. Antoinette est un peu sa respiration. Oui, c'est un bon mot, ça. Sa respiration, alors que c'est ce qui fait très dur, que les forces contraires vont l'emporter d'ailleurs, et il respire avec Antoinette, absolument. Alors, est-ce que justement Antoinette, le regard que les historiens ont sur elle, c'est parce qu'on voit d'autres femmes. Il y a Colette Ponce, ouais. Et il y a alors Lydie Bastien qui, elle... c'est le mal. Ah oui, elle, c'est le mal. Elle est... enfin, on reviendra, mais c'est des femmes fortes. Et puis surtout, cette femme aussi qu'il va rencontrer avec son mari, sur lequel il va s'appuyer, un certain Raymond, qu'on connaîtra plus sur le nom de Raymond et Lucie Aubrac. Ouais. C'est des fortes femmes. Absolument, absolument. Et tout à coup, on voit que l'histoire les a un peu évacuées. On les a mis toujours derrière, alors que Colette Ponce, elle est devant aussi. Antoinette, elle est devant, ou à côté, mais elles ne sont pas derrière. Exactement. Bah oui, en prenant par Antoinette, on voit mieux justement ces autres femmes. Déjà, le personnage d'Antoinette est une femme donc on voit, et elle a été résistante. Alors elle a fait en sorte, elle a transporté des valises, mais elle a fait transformer les dollars en francs. Elle a participé au décodage. Elle a risqué sa vie. Et puis il y a un autre aspect qui m'a intéressé beaucoup, c'est que je pense que Moulin ne savait pas qu'il avait à ses côtés une grenade dégoupillée qui était traquée par le commissariat général aux questions juives. Donc ça c'est aussi intéressant. Ça n'avait jamais été raconté. C'est ça qui m'a... Elle a presque du début les Français déjà du Vichy qui la recherchent, les Allemands. Absolument. Et elle arrive à tenir, quoi. Ouais, absolument. Jusqu'en mai 43. Ouais. Là, et c'est pour ça qu'elle va pas à un rendez-vous. Elle ne va pas à un rendez-vous avec Moulin. Moulin est sûrement mort en étant très triste, en se demandant pourquoi Antoinette n'était pas venue à son rendez-vous. C'est tout simplement qu'elle était à l'époque plus que traquée, c'était une question de jour et qu'elle est partie dans le maquis, dans le Massif central, avant de se retrouver à Genève. Alors là, ça nous amène quand même, puisqu'on est sur Antoinette, à un autre salopard qui a eu Cara. Alors, qui Urraca. Urraca, ouais. C'est un vrai salaud, ce type-là. C'est un vrai... Il s'en sort en plus. Bon, j'essaie de décrire aussi parallèlement à tout, effectivement. Ça commence en Espagne, lui. Hein. Sa relation avec un Espagnol qui a été à la fois l'agent de Franco, qui a été l'agent de la Gestapo, qui a sur les mains beaucoup de sang de républicains espagnols notamment. Et il se trouve qu'Antoinette avait aidé Urraca à sortir de prison en 1936-37. Parce que tout simplement, la belle-mère de cet Espagnol était sa logeuse, avec qui elle avait sympathisé. Et donc va commencer toute une histoire où on veut récupérer l'appartement, et au fil du temps, et en tout cas après la guerre, elle va tout faire pour faire accuser Urraca. Elle fait comme elle dit, elle attaque, elle va être crue que si elle a été traquée, et peut-être que si Moulin a été traqué par les Allemands, alors elle exagère complètement. C'est pour ça que ça m'intéressait aussi de raconter qu'en réalité c'était un salaud, mais il n'a pas été salaud avec elle finalement, puisqu'il a fait en sorte de sauver. Il savait parfaitement qu'elle était juive. Mais ça, il ne l'a jamais dit. Et il faisait d'ailleurs, il n'hésitait pas à faire du trafic avec les juifs, c'est-à-dire. Ah mais il allait partout, c'est un opportuniste. Mais il sauve ses meubles, mais elle ne supporte pas ça, et elle va le traquer après la guerre. Donc on voit un tempérament qui est quand même mais c'était un salaud. Alors c'est un salaud, mais il n'avait pas été un salaud, contrairement à ce qu'elle disait, envers elle. Alors
ça nous amène, peut-être pour finir, au cas Hardy. Quand on vous lit, et même quand on lit d'autres, il a trahi. C'est évident. Ça, c'est évident, c'est une évidence. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il a trahi pour Lydie et pour la sauver? Est-ce qu'il a trahi sous la pression? Parce qu'il y en a d'autres qui ont trahi aussi et à qui on ne leur a pas reproché, parce que c'était pas facile de rester en vie avec les Allemands. C'est ce que ses amis, après la guerre, ont défendu. C'est-à-dire qu'il a été un grand résistant. Oui, et donc ceux qui n'ont pas été grands résistants, ils n'avaient pas l'occasion de trahir. Hein. Ça, c'est sûr que tant qu'on restait chez lui. Donc ça, c'était une façon de le défendre. Mais cela dit, il y a eu... je crois qu'il était tellement fasciné par cette femme, Lydie Bastien, que ça lui a fait perdre la tête. Et donc, quand il a été arrêté par les Allemands, il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit à ses compagnons de combat. Ouais. Et donc, et puis, je crois que personne ne savait dans le mouvement combat à quel point Lydie Bastien était proche des Allemands, parce qu'ils étaient hyper loyautés. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire quand on plonge. Ils étaient complètement noyautés. À la limite, si ça n'avait pas été lui, c'était le noyau qui, à un moment donné... S'il n'y avait pas qu'à lui, ils auraient de toute façon été arrêtés. Mais il le dit, quand on reprend le Testament, on le voit bien. Il dit que tout le monde sait son existence, tout le monde sait, on connaît tout. Et après, il va avoir des papiers allemands, les rapports Kaltenbrunner, qui va montrer qu'effectivement, ils avaient entre les mains Hardy, et pas seulement par Hardy, ils savaient tout ce qu'il y avait dans le combat. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de remonter un peu tout ça, parce on oublie comment ça a pu être cette période terrible. Mais en même temps, quand Hardy se fait attraper, quelques temps avant, il y a des signes qui laissent présager qu'il va se faire attraper dans ce train, et il y va quand même. Oui, mais il va parce que... Il a sa mission. La mission passe avant. Je crois que lui, sur cette période... Oui, mais sur cette période, il est complètement... obscurci par Lydie Bastien. Ouais. C'est-à-dire qu'il est tellement fasciné. Il n'a jamais eu de chance avec les femmes. Ouais. Et il a une bombe à côté de lui, et donc tous ceux qui même freinaient étaient très très inquiets de le voir avec cette femme dans le restaurant à Lyon. On voyait bien qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Elle voulait se montrer, elle était aguicheuse, d'ailleurs tellement aguicheuse qu'elle va, en même temps qu'Hardy, elle va se faire un adjoint de Barbie, le Steingrit. Donc ça, voilà, c'est un personnage diabolique. Mais tellement diabolique qu'après, elle le défendra, mais pour sauver sa peau. Absolument. Mais ce qui est extraordinaire dans Lydie Bastien, c'est qu'elle va faire l'objet d'aucun procès, de rien du tout. Elle méritera un ouvrage, cette femme-là. Comment ? Elle méritera un livre. J'ai fait un livre sur elle, La diabolique de Caluire. Je me le procurerai. J'ai fait un livre que sur elle. Ah ouais, je reviendrai. Absolument. Ça m'intéresse. Ouais. Et alors, on va juste terminer sur Barbie. Parce que là, c'est pareil, Barbie qui dit bah non, il est tombé dans l'escalier, je ne l'ai pas torturé comme ça, parce que tout le monde savait qui était, et quelles étaient ses méthodes. Oui, et notamment la lettre finale que je cite intégralement, et qu'Antoinette a eu, où en quelques mots ce type raconte s'il n'est pas mort, si ce chien n'est pas mort, je le finirai à Paris. Voilà, donc et il raconte que tous les murs étaient éclaboussés de sang, etc. avec cette phrase finie. Oui, ça, c'est si ce chien n'est pas mort, je le finirai.